tous, j'espère que vous allez bien et encore une fois je vous souhaite une très bonne rentrée scolaire si ce n'est pas déjà fait. Encore une fois toute la réussite possible pour cette année scolaire, bla bla bla, je sais, je me répète, je me fais vieux, c'est normal. Bref, je vais me lancer directement sur le nouveau numéro du petit Exocode que je vous propose, numéro 63, qui s'énonce ainsi. Nous avons un ensemble E ordonné, fini de cardinal n, et on aimerait démontrer qu'on peut munir E d'un ordre total, tel que cet ordre total respecte l'ordre déjà prédéfini sur E. Alors j'aimerais tout d'abord remercier la personne qui m'a proposé cet exercice en commentaire. Merci beaucoup, j'espère que tu te reconnaîtras. C'est un exercice qui m'a intrigué. Alors bon, c'est quelque chose que j'avais déjà vu auparavant, parce que c'est vraiment un résultat qui, pour ainsi dire, est un pilier, on va dire ça. C'est un pilier à la combinatoire que l'on peut instaurer sur l'ensemble des, sur tous les ensembles partiellement ordonnés, ce qu'on appelle les possets en recherche, ou plus communément en tout cas. Et donc ce résultat porte un nom d'ailleurs, donc je vais le donner. Alors attention à l'orthographe des personnes en jeu. Donc c'est le lemme de Spielrajn Marzeski. Et donc ouais, c'est un lemme vraiment qui préétablit des notions de combinatoire sur les ensembles partiellement ordonnés, notamment la notion d'extension linéaire. Voilà, je vais garder ça pour la fin de cet exercice, une fois que j'aurai résolu l'exercice. J'aimerais tout d'abord, avant toute chose, vous laisser réfléchir à cet exercice, sans que je ne vous dise quoi que ce soit comme idée pour essayer de le résoudre. Donc n'hésitez pas à faire une pause sur la vidéo pour vous frotter à cet exercice avant que je ne vous dise quoi que ce soit concernant une résolution possible. Très bien, j'espère que vous avez essayé. Alors je vais vous donner une piste avant de donner une résolution vraiment. Bon, je vais mettre quand même résolution ici, mais je vais vous donner d'abord une piste en faisant un exemple. Et je pense que c'était le mieux à faire, il faut se donner un exemple pour essayer de comprendre comment on pourrait construire un ordre total en partant d'un ordre quelconque sur un ensemble fini. Alors je vais faire un exemple qui va vous parler. Je vais prendre les parties d'un ensemble à 3 éléments, donc 1, 2, 3, avec l'inclusion. Alors ça me permet aussi de vous rappeler ce que ça veut dire un ordre sur un ensemble. Donc une relation est une relation d'ordre si et seulement si elle doit respecter 3 axiomes qui sont la réflexivité, donc x est plus petit ou égal à x, l'antisymétrie, si j'ai x qui est plus petit que y et y qui est plus petit que x, alors x est égal à y, et enfin la transitivité, si j'ai x plus petit que y et y plus petit que z, alors x est plus petit que z. D'accord? Donc voilà, ça c'est les propriétés que doit vérifier une relation d'ordre. Et dire qu'une relation d'ordre est totale, ça veut dire que si je prends 2 éléments de l'ensemble, je suis capable de dire qui est plus petit que qui. Plus précisément, si j'ai x et y dans l'ensemble, alors soit x est plus petit que y ou y est plus petit que x. Voilà ce que ça veut dire un ordre total, juste pour le rappel très rapide à l'oral. Et donc, là je vous propose de travailler sur un exemple, d'abord de travailler avec un ensemble partiellement ordonné, qui ne sera donc pas totalement ordonné, cet ensemble-là. Et en fait, pour n'importe quel ensemble fini, partiellement ordonné, je peux construire ce qu'on appelle le diagramme de Haas. Comment on construit le diagramme de Haas? On le construit de la manière suivante. Je vais d'abord vous le construire et vous expliquer un peu comment ça marche. En fait, je vais partir de l'ensemble le plus grand, en haut de page, on va dire. Et à partir de cet ensemble le plus grand, je vais chercher les ensembles qui sont directement plus petits que lui. Quand je dis directement plus petit que lui, ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir d'éléments entre deux. Donc par exemple, si je prends directement 1, malheureusement, entre l'élément 1 et l'élément 1, 2, 3, il y a l'élément 1, 2 et il y a aussi l'élément 1, 3. Donc ça ne marche pas. Par contre, l'élément 1, 2, ça marche. Il n'y a pas d'élément entre les deux. Il n'y a pas d'autres ensembles, d'autres parties de 1, 2, 3 qui peuvent se trouver entre les deux. Pareil pour 1, 3, pareil pour 2, 3. Et puis je vais continuer à dessiner le diagramme de Haas de cet ensemble qui, je pense, vaut... raté. Qui, je pense, vaut le détour. Donc, tac. Hop. Et puis on a l'ensemble vide. Tac. Voilà. Donc ça, ce que je viens de dessiner, c'est ce qu'on appelle le diagramme de Haas. Alors j'ai un joli exercice aussi qui permet de vraiment mettre l'accent sur cette idée de diagramme de Haas. En fait, n'importe quel ensemble partiellement ordonné fini peut être représenté à l'aide de ce diagramme de Haas.
Donc en fait, si je vous donne un ensemble partiellement ordonné, ça revient exactement à la même chose que vous donner un diagramme de Haas. Voilà, c'est vrai, ça serait complètement équivalent. On pourrait faire cet exercice-là pour un prochain numéro d'Exocode, mais pour l'instant, on va dire qu'on va, entre guillemets, admettre cette propriété-là, même si je ne vais pas avoir vraiment besoin de cette propriété-là à proprement parler. Il n'y a pas de souci avec ça. Bref, donc, alors oui, je voulais expliquer ce que c'était cette relation-là. Donc c'est ce qu'on appelle une relation de couverture. Donc on dit que X couvre Y. Si et seulement si on a X qui est plus petit que Y, X qui est plus grand que Y, pardon. Et pour tout Z tel que X plus grand que Z plus grand que Y, donc si Z se retrouve entre X et Y, et bien ça implique que X égale Z ou Y égale Z. Donc ça veut bien dire qu'il n'y a personne entre les deux. Okay. Donc voilà ce qu'on appelle la relation de couverture entre deux éléments d'un ensemble. C'est vraiment de dire que l'un est directement plus petit que l'autre. D'accord? Et qu'il n'y a pas d'élément entre les deux. Donc voilà, là je vous ai fait le diagramme de Haas. Et maintenant la question qui se pose, c'est comment je peux transformer cette relation d'ordre en une relation d'ordre total. Eh bien la bonne idée, c'est en fait de chercher à numéroter les éléments de mon ensemble de façon à ce que la numérotation coïncide avec l'ordre que j'ai sous les yeux. Alors qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que je vais construire une fonction qui va aller de 1,8 vers ces éléments-là, ou inversement, vous pouvez le comprendre aussi inversement. Je vais construire une fonction qui vérifie cette propriété-là, et grâce à cette fonction, je vais construire une relation d'ordre total. Donc là, je dois faire une fonction qui va de 1,8 à 1. Comment je fais ça? Ce que je vais faire, c'est que je prends cet ensemble-là que j'ai partiellement ordonné, et je repère les éléments dits maximaux. Alors peut-être que c'est bien que je rappelle ce que ça veut dire un élément maximal. On dira que X dans un ensemble est maximal si et seulement si, pour n'importe quel Y qui serait plus grand que X, alors Y égale X. D'accord? Donc c'est ça, dire qu'un élément est maximal pour une certaine relation d'ordre. Là, ici, dans ce diagramme, c'est assez simple de voir qui sont les éléments maximaux. Ici, il n'y en a qu'un seul, c'est 1, 2, 3. Bon, 1, 2, 3, c'est l'élément maximal. Je vais lui attribuer la valeur maximale que je pourrais prendre entre 1 et 8. Ici, ça serait 8. Alors, je vais dessiner en bleu, entourer les valeurs que je vais attribuer à chacun de ces objets. Donc voilà, là, je dis que l'élément maximal qui est là-haut, je vais attribuer la valeur 8. Très bien. Puis, je continue. Donc qu'est-ce que je fais? Je continue avec le reste. Donc, je vais travailler avec l'ensemble comme si j'enlevais l'élément qui est ici. Donc je l'enlève, d'accord? Je me retrouve avec l'ensemble avec cet élément en moins. Je repère encore une fois les éléments qui sont maximaux. Donc là, il y en a 3. Puis j'en choisis un, n'importe lequel. Alors disons lui. Et puis à celui-là, j'attribue la valeur la plus grande que je puisse attribuer entre 1 et 7. Ce qui me reste. Donc là, je vais lui attribuer la valeur 7. Puis je continue. Je travaille le pot 7 maintenant avec les deux éléments en moins ici. Puis je cherche les éléments maximaux. Donc là, j'ai 1, 2 et 2, 3. Ok? Et puis, je choisis l'un des deux. Bon, disons 1, 2. Et puis, à 1, 2, j'attribue la valeur la plus grande entre 1 et 6, donc 6. Je continue. Là, je me retrouve avec cet ensemble-là. Quels sont les éléments maximaux de cet ensemble-là? J'ai 1 et 2, 3. Je choisis l'un des deux, disons 1. Et puis, je lui attribue la valeur 5. Je recommence. J'ai cet ensemble-là. Le maximum, c'est 2, 3. 2, 3, je lui attribue la valeur 4. Et je continue comme ça jusqu'à ce que je termine par attribuer 1 au dernier élément qu'il me reste. Et voyez que, en effet, je viens d'établir une relation d'ordre total. La relation d'ordre total est donnée par les nombres, en fait. Donc 8 est plus grand que 7, est plus grand que 6, est plus grand que 5, est plus grand que 4, est plus grand que 3, est plus grand que 2, est plus grand que 1. Et cette relation d'ordre satisfait la propriété qui est énoncée ici. C'est-à-dire que si j'ai x qui est plus grand que y pour la relation d'ordre que vous voyez là sur le diagramme de Haas, donc là par exemple le fait de dire que 1 est plus petit que 1, 3, d'accord, vous voyez que 5 est bien plus petit que 7. Donc la relation d'ordre total posée respecte la relation d'ordre de départ. Bon, alors ce que je viens de vous faire là sur cet exemple, c'est en fait la preuve. Alors vous pouvez me dire, oui, mais là tu n'as pas écrit une preuve, là tu m'as fait un exemple. Oui, en fait, si vous réécrivez au propre tout ce que je viens de dire, eh bien vous avez votre preuve. Vous avez la preuve du résultat. Ok.
Alors maintenant, il va falloir l'écrire au propre. Alors je vous invite donc à faire une pause à nouveau. Maintenant que vous avez vu cet exemple, quitte à faire demi-tour pour recomprendre cet exemple, réentendre ce que j'ai dit. N'hésitez pas donc à prendre un petit peu de temps pour essayer par vous-même d'écrire un raisonnement propre qui marcherait pour n'importe quel ensemble E avec une relation d'ordre quelconque. Donc construire cette relation d'ordre totale sans que je vous dise quoi que ce soit pour la résolution. De plus que l'exemple que je vous ai montré. Ok, alors on est parti pour la résolution. Alors pour la résolution, je vais avoir besoin de démontrer quand même un petit quelque chose avant. Le petit quelque chose que je vais démontrer, c'est le fait que pour n'importe quel ensemble fini ordonné, il existe un élément maximal. Parce que là, c'est ce que j'ai fait ici. À chaque étape, j'ai dit, ok, il y a un élément maximal, je l'enlève, puis après je fais les opérations petit à petit. Donc il est important de mettre en avant que pour n'importe quel ensemble fini ordonné, il existe un élément maximal. Donc c'est ce que je vais d'abord démontrer. Montrons que pour tout ensemble partiellement ordonné fini, il existe un élément maximal. Ok, alors comment je prouve ce résultat-là? C'est pas très dur, c'est par l'absurde. Donc supposons que ce ne soit pas le cas. Ne soit pas le cas. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'élément maximal? Ça veut dire que pour n'importe quel x dans E, il existe un y tel que y est plus grand ou égal à x, mais n'est pas égal à x. Donc autrement dit, il y a un plus grand strict, si vous voulez. On peut se permettre d'écrire plus grand strict si on n'a pas égalité. Bon. Donc voilà, donc je vais écrire. Alors cela signifie que pour tout x dans E, il existe un y dans E tel que y est plus grand que x, strictement. Donc ce que j'entends par plus grand que x strictement, c'est plus grand ou égal à x et juste différent de x. Hein, qu'on soit bien d'accord. Donc voilà, alors j'ai ça, d'accord. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer avec une espèce de récurrence pour construire une suite d'éléments qui va être dans E. Sauf que le problème, c'est que la cardinalité de E étant finie, il y a un moment donné, je vais avoir un problème. Donc je vais supposer que le cardinal de E vaut n. Donc posons n égale le cardinal de E. Ok. Et donc, je commence par dire, je prends x1, je sais que E n'est pas... je vais dire qu'il est non vide, bien sûr, mon élément, mon ensemble, parce que sinon ça n'a pas de sens. Donc peut-être permettez-moi juste de dire que E n'est pas vide. Sinon ça n'a pas beaucoup de sens, tout ce que je suis en train de faire. Donc, ok, bon après ça n'a pas beaucoup de sens. On peut se poser la question, parce que là, le truc que j'ai écrit pour tout élément dans l'ensemble vide, du coup la propriété pourrait devenir vraie. Il faudrait faire attention. Avec toutes ces histoires de logique. Donc là, oui, je vais me permettre, et en fait dans tout le reste, je vais me permettre de dire que l'ensemble ici ordonné est non vide. Donc ça c'est plus grand ou égal à 1. Okay. Donc comme l'ensemble est non vide, je sais déjà qu'il existe x1, donc soit x1, un élément de E. Bon, et puis je sais du coup qu'il existe un x2 dans E, tel que x2 est plus grand strict à x1. Puis par récurrence, je sais aussi qu'il existe x3 dans E, tel que x3 est plus grand que x2 est plus grand que x1. Et vous l'aurez compris, c'est juste de la récurrence assez triviale. Je vais obtenir xn plus 1 dans E, tel que xn plus 1 est plus grand que xn, est plus grand tatati jusqu'à plus grand que x1. D'accord. Donc je me retrouve avec ce qu'on appelle une chaîne que je peux agrandir autant que je veux, finalement. D'accord. Le problème, c'est que là, je l'ai un peu trop agrandi, parce que je sais que le cardinal de E vaut n. Et du coup, je peux utiliser un petit principe de combinatoire, un peu bébête, qui s'appelle le principe des tiroirs des chaussettes, qui dit que si j'ai plus de chaussettes que de tiroirs, alors il y a forcément deux chaussettes qui se trouvent dans le même tiroir. Typiquement, ici, j'ai n plus une variable, qui sont des valeurs qui doivent être comprises entre n éléments, qui doivent être des valeurs données par l'ensemble E, d'accord, qui contient que n éléments. Les n éléments forment les tiroirs, les n plus une variable forment les chaussettes. Bon, j'ai plus de chaussettes que de tiroirs, donc ça veut dire qu'il y a deux chaussettes qui sont envoyées dans le même tiroir. Autrement dit, il y a deux valeurs de x qui doivent être égales là-dedans. On peut l'écrire juste en disant ce qu'il en est pour xn plus 1. En fait, xn plus 1 doit nécessairement être égal à une des valeurs précédentes. C'est ça qui se produit ici, si on veut, en disant déjà qu'au départ, les xn jusqu'à x1 étaient tous distincts. Okay. Donc, par le principe
D'ailleurs, juste, je l'ai probablement déjà dit dans un précédent exo de Cole, mais en anglais, on parle plutôt du principe des maisons et des pigeons. L'idée est la même, si vous avez plus de pigeons que de maisons, il va y avoir nécessairement au moins 2 pigeons dans la même maison. C'est exactement la même idée. Donc là, le principe des tiroirs des chaussettes. Je sais qu'il existe alors un i, compris entre 1 et n, tel que xn plus 1 doit nécessairement être égal à xi. Problème, c'est que j'ai dit que toutes les valeurs qui intervenaient là dans l'ensemble E doivent être distinctes. D'accord? Enfin, distinct. Vous pourriez me dire, est-ce que c'est vraiment distinct tout le temps, tout le temps, tout le temps? Parce que là, on travaille avec un ensemble partiellement ordonné, a priori. Problème, c'est que là, ce que je viens de dire, c'est que les n premiers éléments étaient tous distincts et tous ordonnés strictement. Donc en fait, rien qu'avec ça, je viens de dire que l'ordre qu'on aurait posé est un ordre total. Toute cette partie-là me permet de dire qu'on a un ordre total. Donc si j'ai xn plus 1 qui intervient en plus, ça veut dire que xn plus 1 est plus grand strict à xi. Et xi est plus grand strict à xn plus 1, ce qui n'est pas possible. Ce genre de choses ne peut pas se produire. Donc on a une contradiction. Contradiction avec la finitude de l'ensemble E. Et donc, ça veut dire que, en effet, n'importe quel ensemble fini non vide admet un élément maximal. Très bien, ça c'est fait. Donc là, je viens de démontrer ce premier point. Il me semble important. Pour pouvoir avancer. Ok. Alors maintenant que je sais que n'importe quel ensemble non vide fini admet un élément maximal pour un ordre donné, ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer que je peux construire une fonction bijective de l'ensemble 1n vers l'ensemble des éléments ici. Okay. Je vais montrer que je peux construire une fonction bijective qui vérifie cette propriété-là. Et grâce à cette fonction bijective, je vais construire un ordre. Donc voilà, alors je vais écrire ce que je vais demander plus précisément. Montrons que pour tout E ordonné tel que le cardinal de E vaut n, il existe une fonction phi qui va aller de E vers un n bijective. Telle que je veux que les propriétés soient respectées. Donc qu'est-ce que j'entends par là? C'est que je veux que si pour x et y dans E, j'ai x qui est plus petit ou égal à y, alors ça va impliquer que phi de x est plus petit ou égal à phi de y. D'accord? Donc là, attention, la relation d'ordre ici, c'est la relation d'ordre donnée par E d'abord, va impliquer la relation d'ordre pour les entiers. Hop là. Hop. Ok? Donc je vais montrer ça, et une fois que j'ai montré ça, j'aurai terminé pour ainsi dire, puisque je vais pouvoir en déduire que je peux construire un ordre total sur l'ensemble E qui respecte l'ordre donné par E, puisque vous voyez qu'on n'est pas très loin de ce qu'il faut. Très bien. Alors, comment je vais faire? Je vais le faire exactement comme je l'ai expliqué, et en fait, je vais le faire par récurrence. D'accord? Donc, je vais faire exactement comme je l'ai expliqué. Une preuve par récurrence. Donc, preuve par récurrence, je vais commencer avec un ensemble contenant un seul élément. Donc initialisation. Je suppose que E contient qu'un seul élément. Donc si E contient qu'un seul élément, je vais noter E juste le singleton x. Et puis je peux dire, je vais définir phi comme étant la fonction qui à x associe juste 1. Voilà. Et bien là, je pense que c'est assez clair. Si je prends deux éléments dans E, ces deux éléments sont nécessairement égaux à x. Et x est plus petit ou égal à x va impliquer que phi de x est plus petit ou égal à phi de x, c'est-à-dire 1 inférieur ou égal à 1. Donc il n'y a pas de problème. Je vais bien avoir x inférieur ou égal à x dans E, qui va impliquer que 1 est inférieur ou égal à 1. Très bien. Donc là, et phi est bien une bijection. J'ai bien une bijection, là j'ai bien une bijection d'un élément vers un autre, un seul autre élément, donc pas de souci. Très bien. Donc cette fonction est bien bijective. Ok.
Donc ça, l'initialisation est faite. Maintenant, on va faire l'hérédité. Et donc on sort les mêmes phrases que d'habitude. On fixe n un entier naturel non nul. On suppose qu'il existe psi, une fonction, donc pour n'importe quel ensemble, il faut que je précise. Supposons que pour n'importe quel ensemble f ordonné de cardinal n, il existe une fonction psi qui va de f vers un n, telle que, d'une part, psi est bijective, et psi respecte l'ordre donné par f. Donc si j'ai x plus petit que y dans f, ça implique que psi de x est plus petit ou égal à psi de y. Ok? Bon, une fois que j'ai fait ça, donc une fois que j'ai fait ça, il reste à montrer que c'est vrai pour un ensemble E de cardinal n plus 1. Donc soit E ordonné de cardinal n plus 1, et c'est maintenant que je vais utiliser ce que j'ai démontré juste quelques minutes, il y a quelques minutes. Je vous ai démontré que n'importe quel ensemble fini admet un élément maximal. Donc je vais jouer de ça, soit x0 dans E maximal. Je peux parce que je sais que ça existe. Et puis je vais poser f comme étant, c'est exactement comme je l'ai fait dans l'exemple, j'ai mon élément maximal, j'enlève l'élément maximal. Enfin, bon là je vais peut-être un peu vite, mais ce que je veux dire c'est que je lui attribue une valeur à cet élément maximal, puis après j'enlève l'élément maximal, puis je regarde qu'est-ce qui se passe pour le reste. Bon là je vais le faire un tout petit peu autrement, je vais jouer avec le fait que j'ai déjà une fonction là-dedans, puis je vais ajouter ensuite cet élément-là avec son image. Ok? Donc j'ai x0 qui est maximal, très bien, je vais regarder l'ensemble f, donc soit f, l'ensemble formé par E, en enlevant x0, eh bien je sais que l'ensemble f, E, avec la relation donnée par E, est encore un ensemble partiellement ordonné, il n'y a pas de problème, et donc est ordonné. Et le cardinal de f vaut n. Ok? Bon, grâce à ça, je peux utiliser l'hypothèse de récurrence et dire qu'il existe bien une fonction psi qui va de f vers 1n et qui est bijective et qui vérifie ce que je veux. Donc je vais effacer la partie initialisation. Pas grand chose à en tirer ça. Donc par HDR, je sais qu'il existe psi qui va donc de 1n, pardon, c'est dans l'autre sens, qui va de f vers 1n bijective telle que j'ai que si x est plus petit que y, alors psi de x est plus petit que psi de y. Bon, et puis maintenant il faut compléter cette fonction psi en une fonction phi définie sur E. Pour la compléter, il suffit de donner une valeur pour x0, et la valeur qui semble être triviale à donner, c'est n plus 1. C'est ce que je vais faire. Considérons phi, la fonction qui va de E vers 1n plus 1, telle que, pour tout x qui appartient à f, je veux que phi de x, ce soit psi de x, et je veux que phi de x0, ce soit égal à n plus 1. Reste à vérifier maintenant que phi vérifie bien ce que je veux. Donc reste à vérifier que phi est bijective et qu'elle respecte bien l'ordre donné par la relation d'ordre E. Alors il y a une chose qui est assez évidente déjà, c'est le fait que phi est bijective. En effet, si je prends, si j'ai donc le fait que ce soit bijectif, il suffit de montrer que c'est surjectif et injectif. La surjectivité, vous l'avez déjà parce que psi est bijectif de 1n de f vers 1n. Donc ça veut dire que là, déjà dans cette partie-là, on atteint toutes les valeurs de 1 vers n. Et puis on atteint aussi la valeur n plus 1 grâce à la valeur de x0. Ok?
Et puis le fait que ce soit injectif, bah, ça vient assez simplement du fait que bah, si j'ai phi de x qui est égal à phi de y, bah, vous savez déjà... alors comment... Ouais, bah, je peux le faire plutôt en disant c'est surjectif et que les deux ensembles sont de même cardinal. Je pense que je peux le faire comme ça sera beaucoup plus simple. Donc je vais le faire comme ça. Je vais dire que ça vient du fait que phi est surjective. Donc psi est bijective sur un n, enfin de f sur un n. Et, comme on l'a dit, phi de x0 est égal à n plus 1, donc toutes les valeurs sont bien atteintes. D'une part. Et là, ce que je disais, c'est que je peux jouer juste avec les cardinales, enfin les cardinalités, donc les cardinaux. J'ai le cardinal de E qui est égal au cardinal de l'ensemble 1 n plus 1. Donc quand j'ai une fonction qui est surjective entre deux ensembles finis et que les deux ensembles finis sont de même cardinal, ça implique que la fonction est bijective. Voilà. Donc la fonction phi est bien bijective, pas de problème. Maintenant, est-ce que ça respecte la relation d'ordre? Alors, bah, il faut que je commence en prenant soit x et y dans E tel que x est plus petit que y dans E donc. Et là, je me retrouve avec plusieurs cas de figure à traiter, mais ils ne vont pas être très difficiles à traiter. Hein. Donc le premier cas de figure à traiter, c'est si x et y sont dans f, donc c'est-à-dire que ce n'est pas x0. Bon bah si x et y sont dans f, je sais que ça implique que psi de x est plus petit que psi de y, et donc phi de x est plus petit que phi de y. Donc, si x et y sont dans f, je me retrouve alors avec x inférieur ou égal à y dans E implique psi de x inférieur ou égal à psi de y. Et donc bah, ça c'est la même chose, hein. Enfin, psi de x et psi de y, comme on est dans f, c'est la même chose que phi de x et phi de y. Ok, puis le dernier cas de figure, comme x, alors en fait c'est vrai que je disais il y a plusieurs cas de figure, mais en fait il n'y a pas plusieurs cas de figure, il n'y a vraiment que deux cas de figure. Le premier cas de figure c'est celui que je viens de traiter, quand les deux éléments sont tous deux dans f. Et puis le deuxième cas de figure c'est le cas où j'ai l'un des deux qui vaut x0. Bon bah quand il y en a un des deux qui vaut x0, comme x0 est maximal dans E, je n'ai pas d'autre choix que de le voir là, comme étant l'élément plus grand. Donc, ça c'était le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure c'est si x est dans E et qu'on a x plus petit ou égal à x0. Bon bah je sais que phi de x0 c'est n plus 1. Phi de x0 c'est n plus 1. Mais n plus 1 bah, c'est plus grand que n'importe quelle valeur que je peux atteindre par phi. D'accord? Puisque phi est à valeur entre 1 et n plus 1. Donc je sais que lui il est supérieur ou égal à phi de x finalement. Pour n'importe quel x dans E. Bon bah c'est gagné, hein, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus, puisque j'ai fait en sorte que l'élément maximal est envoyé vers l'élément maximal de l'intervalle 1n plus 1. Bon voilà, bah, j'ai terminé la preuve par récurrence, je viens de démontrer qu'il existe bien une fonction phi qui va de E vers 1n plus 1 bijective qui vérifie cette propriété-là, donc je conclus. Je conclus donc que c'est vrai pour tout n. Très bien. Et donc on peut conclure le résultat qu'on veut. Là. On peut conclure le résultat qu'on veut. Et le résultat qu'on veut, bah, il va être donné grâce à cette fonction phi là. Donc je vais effacer ce que j'ai fait là pour la fin de la preuve par récurrence. J'espère que ça a été clair. Encore une fois, n'hésitez pas à faire des pauses, à revenir en arrière si vous voulez rejeter un coup d'œil à tout ça. Hop. Ok, alors, fin de la preuve. Donc la fin de la preuve, c'est donc si je me donne un ensemble E avec une relation d'ordre finie de cardinal, donc n, je viens de montrer qu'il existe phi qui vérifie cette propriété-là. Ce que je peux poser, c'est la relation suivante. On pose la relation comme étant deux points. Bien, si j'ai x plus petit que y, pour tout x et y dans E, ça sera équivalent à dire que phi de x est plus petit que phi de y. Reste à montrer que cet ordre est bien une relation d'ordre totale.
Bon, bah le fait que c'est une relation d'ordre, c'est pas très difficile, hein, donc il suffit d'écrire, hein, vous savez. Donc là, il faut regarder tous les axiomes, hein, donc relation d'ordre, il faut que ce soit réflexif. Réflexif, donc bah, si je prends x dans E, c'est clair que phi de x est inférieur ou égal à phi de x, et donc bah, on a bien x qui est plus petit que x lui-même. Très bien. Ensuite, si j'ai x et y dans E, et que j'ai phi de x inférieur à phi de y inférieur ou égal à phi de x, bon, bah, ce que je vais en déduire, c'est que les deux sont égaux. Donc phi de x égale phi de y. Et donc ça veut dire que x égale y parce que je sais que phi est bijective. Là, je rappelle qu'on a phi bijective. Donc en particulier, ça veut dire qu'elle est injective. Très bien. Puis bon, bah, après la transitivité aussi va tout seul. Si j'ai x, y, z dans E, avoir phi de x plus petit que phi de y plus petit que phi de x, phi de z, pardon, ça va impliquer que phi de x est plus petit que phi de z. Pas de problème. Et enfin, donc ça montre que c'est une relation d'ordre. Et enfin, pour avoir une relation d'ordre totale, ça voudrait dire que je dois être capable de comparer x et y en tout temps. Et la réponse est oui, parce que bah, je travaille dans les entiers de 1 à n plus 1, et à tout moment, donc je sais que la relation d'ordre classique pour les entiers, c'est une relation d'ordre totale. Donc ça vient vraiment, tout est hérité par la relation d'ordre sur les entiers naturels, hein, donc, ou sur les entiers même. Donc si je prends x et y dans E, donc si je prends x et y dans E, je peux toujours dire que phi de x est inférieur ou égal à phi de y, ou phi de y est inférieur ou égal à phi de x. Si vous prenez deux entiers, vous pouvez toujours dire qui est plus petit que qui. Donc tout ça me permet de montrer que la relation que j'ai posée là est bien une relation d'ordre. Et parce qu'on a démontré ici, on a alors ceci. Voilà, ceci termine donc la preuve de ce joli résultat sur les possèdes. Alors je regarde le temps que j'ai mis une trentaine de minutes. Donc je vais quand même vous parler un petit peu d'extension linéaire. En fait, ce qu'on appelle extension linéaire, c'est justement une fonction phi. En fait, c'est une fonction phi qui va de E vers 1n, qui doit être bijective et qui vérifie cette propriété-là. C'est ça, une extension linéaire. Et là, ce qu'on vient de démontrer, c'est qu'il existe toujours une extension linéaire. Il y a des questions qui se posent autour des extensions linéaires, notamment pas mal de questions combinatoires, comme par exemple, combien y a-t-il de possibilités de construire des extensions linéaires sur un possède donné, n'importe lequel. Il y a des questions comme ça qui se posent, et en fait, il y a des réponses pour certains cas de figure de possède qui sont donnés, et j'aimerais juste vous parler d'un cas de possède assez sympa et assez particulier, qui est lié au partage d'entiers. Alors ça va pas être les partages avec l'inclusion, je ne vais pas parler de ça, mais ce que je veux dire, c'est surtout qu'on peut voir les partages comme un ensemble ordonné, si on voulait. Voilà. Alors juste pour rappel, c'est quoi un partage d'entiers? Je dis rappel parce que j'en ai déjà parlé dans de précédents exos de colle, mais c'est pas grave, je peux toujours en parler. Alors un partage d'entiers, c'est par exemple si je prends 7, je vais faire ça que sur des exemples, hein. Permettez-moi de le faire sur des exemples, je vais faire peut-être 9 plutôt. Donc si je prends 9, 9 peut s'écrire de la manière suivante, je peux l'écrire comme... alors 9 c'est peut-être pas un bon choix, je suis en train de me le dire, laissez-moi réfléchir 2 secondes, je vais dire 6. Okay. Juste pour pas que ce soit trop grand quand même. Très bien. Donc si je prends 6, je peux l'écrire comme, par exemple, je sais pas, je peux l'écrire comme 2 plus 2 plus 1 plus 1. Okay. Donc un partage d'entiers, c'est le fait de décomposer un nombre comme une somme d'entiers, et cette somme d'entiers, les entiers qui doivent intervenir doivent être rangés dans l'ordre décroissant. N'importe quel partage d'entiers peut être décrit sous la forme suivante. Je vais faire des carrés, et chaque ligne correspond exactement au nombre en jeu. Donc voilà. Là, je vais avoir ça et ça. Donc là, je viens de faire une représentation à l'anglaise d'un partage, d'accord? Donc chaque ligne correspond à une valeur du partage, 2, 2, 1, 1, ok? Et la somme des cases doit être égale à 6. J'espère jusque-là, tout va bien. Et donc, en fait, je peux définir, à partir d'un partage, je peux définir un possède. Ok, donc un possède, un ensemble partiellement ordonné, en disant chacune des cases, ça peut être des coordonnées dans Z croix Z si vous voulez. Alors là, là je l'ai fait à l'anglaise, mais disons que là on va avoir 1, 1, etc. 1, 1,
Alors peut-être que j'aurais dû le faire à la française. Je vais le faire à la française pour que ce soit plus clair, parce que sinon ça va peut-être pas être très clair. Mais sachez que ça existe, enfin la notation que j'ai, le premier dessin que j'ai fait, c'est la notation à l'anglaise. La notation à la française, c'est juste les mettre plutôt dans ce sens-là, juste une espèce de réflexion miroir, si vous voulez, du dessin que j'ai fait précédemment. Donc 2, 2, 1, 1, ok. Et donc là, ce que je peux faire, c'est chacune des cases, je note les coordonnées de la case, du coin qui se trouve en haut à droite, d'accord. Donc j'ai 1, 1 qui va vers 1, 2. D'ailleurs, c'est pas celui-là, c'est 2, 1 d'ailleurs. Donc 2, 1. Ici, je vais vers 1, 2. Ici, je vais vers 2, 2. Ici, je vais vers 1, 3. Et puis, je vais vers 1, 4. Voilà. Donc, à chaque partage, je peux associer un ensemble partiellement ordonné. Et vous pouvez remarquer que c'est un ensemble partiellement ordonné pour un certain ordre. Un ordre qui est un peu connu dans R2. C'est l'ordre de la dominance. Donc, c'est quoi l'ordre de la dominance ? L'ordre de la dominance, c'est dire que XY est inférieur à UV si et seulement si X est inférieur ou égal à U et Y est inférieur ou égal à V. D'accord, donc c'est l'ordre de la dominance, enfin, c'est ce qu'on appelle l'ordre de la dominance dans R2. Okay, c'est pas du tout l'ordre de dominance pour les partages, hein, qu'on soit bien d'accord avec ça, je parle pas du tout de ça. Là, c'est un ordre de dominance pour les points dans l'espace, dans Rn, même on pourrait faire ça. Là, je le fais dans R2. Très bien, donc voilà, je voulais juste en parler. Très bien. Donc là, j'ai un poset. Et donc, je pourrais me poser la question, combien y a-t-il d'extensions linéaires, donc combien y a-t-il de fonctions bijectives que je pourrais construire de cet ensemble jusqu'à 6, quoi, en fait. Donc, de 1 jusqu'à 6, quoi. Donc, je me pose la question, combien de fonctions phi, qui va aller donc de mon ensemble ici partiellement ordonné E, vers 1, 6, peut-on construire, donc bijective, respectant ce qu'on a écrit là-bas, hein, c'est-à-dire si j'ai x plus petit que y dans E, ça implique que phi de x est plus petit que phi de y, ok, peut-on construire? Voilà la question que je vous pose. Et en fait, il y a une réponse. Il y a une réponse à ça, et la réponse est donnée par une très très jolie formule combinatoire sur les partages qu'on appelle la hook length formula, donc la longueur des équerres, la formule de la longueur des équerres. Donc la réponse, c'est la formule des équerres, ce qu'on appelle en anglais hook length formula. Et ça s'énonce. Alors je vais le faire juste sur cet exemple. Et puis si vous voulez en savoir plus, je vous laisse y jeter un coup d'œil par vous-même. Alors la hook length formula, ça marche comment? Ça veut dire que en fait, je vais regarder les cases de mon partage et je vais regarder les équerres de mes partages. Donc qu'est-ce que c'est une équerre? C'est par exemple, si je prends cette case-là, l'équerre formé, c'est en fait prendre les cases qui sont ici et les cases qui sont ici. Et pas plus, je prends pas, s'il y avait des cases ici, je les prends pas. Je prends vraiment les cases qui se trouvent à la même abscisse, à la même ordonnée et à la même abscisse. D'accord? Je prends les cases qui sont à la même ordonnée, la même abscisse. Et puis je compte combien il y a de cases qui sont présentes là-dedans. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre directement les valeurs dedans. Hop. Donc, pour celui que j'ai mis ici, on a 4 cases en tout dans l'équerre, donc je vais mettre un 4 ici. Pour l'équerre qui est ici, nous en avons donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on en a 5. Pour l'équerre qui est ici, on en a 2. Ici, on en a 1. Ici, on en a 2. Ici, on en a 1. Et donc, le résultat, en fait, le nombre, donc la formule des équerres, le nombre que l'on cherche là, va être donné par la formule suivante. Je vais faire 6 factoriel et je vais diviser par le produit des valeurs que j'ai dans mon partage. Donc je vais avoir 1 fois 1, bon je ne les écris pas, 2 fois 2 fois 4 fois 5. Très bien, alors si je calcule, donc 6 factoriel c'est la même chose que 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6, juste histoire de l'écrire, divisé donc par 2 fois 4 fois 2 fois 4 fois 5, donc il y a le 4, 5 qui s'en vont, ça c'est cool, il y a un 2 qui s'en va ici, il y a un 2 qui se simplifie avec le 6, donc ça me donne 3 fois 3, ça donne 9
Voilà, donc ça veut dire que dans ce partage-là, donc dans ce poset-là, je peux construire 9 extensions linéaires, donc c'est-à-dire 9 fonctions phi qui vérifient ces propriétés-là. Et là, bon, bah, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je vous invite à vous amuser à énumérer les 9 extensions linéaires que l'on peut construire de cette chose-là. Et vérifier par vous-même qu'on ne peut pas en construire d'autres. Voilà. Puis si vous voulez en jeter un coup d'œil à tout ça, formule des écarts et tout ça, je vous ai donné les noms, tout, pour que vous puissiez aller voir. Extension linéaire, tout ça. C'est très sympa comme truc. Et donc voilà, je voulais vous en parler un petit peu. C'est un peu en aparté, mais vraiment en aparté par rapport à cet exercice, mais c'est quand même un lien très fort entre de la combinatoire sur les ensembles partiellement ordonnés, et notamment ici les partages, tout ce qui est autour des partages. Moi je trouve ça vachement intéressant, donc voilà. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil pour ça, hein, j'ai fait ça exprès, donc voilà. Sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant donc cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui vont être intéressés par le contenu de la chaîne ou par cette vidéo. N'hésitez pas non plus à laisser un pouce, ça fait toujours plaisir. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, ça aussi ça peut être cool de voir de plus en plus de gens encore s'abonner. On a passé les 1600 abonnés il y a peu, donc c'est vachement cool. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à la chaîne de manière assez générale, merci pour tout ça. Encore une fois, le lien que je partage pour aider ma soeur dans ses musiques et tout ça, je vous invite encore une fois à aller jeter un coup d'œil, c'est vraiment cool. Et puis sur ce, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!